de la formation des jeunes demeure une préoccupation majeure pour la Côte d'Ivoire, dont plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Le fort taux de croissance du pays, plus 9%, ne se traduit pas par la création d'emplois décents suffisants pour les jeunes. Selon la Banque mondiale, le défi le plus urgent pour les pays africains est de créer des emplois et des opportunités de revenus pour lutter contre la pauvreté. À l'occasion des assises de la jeunesse d'Abidjan, le Grand Talk ouvre le débat sur la problématique de l'emploi et de la formation des jeunes. Pour mener le débat, avec moi, à ma gauche, M. Traoré Bamoudien, qui est le directeur général de l'AGFOP, l'Agence nationale de la formation professionnelle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bienvenue dans le Grand Talk. Merci. Juste à côté de vous, M. Bamba Adama, qui est le coordonnateur du PGDEC, projet emploi jeune et développement des compétences. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le Grand Talk. Merci. Juste en face de vous, M. Mamadou Serifou, secrétaire exécutif de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue dans le Grand Talk. Merci. Et puis, pour terminer les présentations, M. Lassina Bamba, directeur général du FNJ, qui est le Fonds national de la jeunesse. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le Grand Talk. Merci. On va ouvrir le débat, peut-être avec une première question à laquelle vous allez répondre. Je sais que vous êtes sous tutelle du gouvernement de Côte d'Ivoire, donc de l'État forcément. Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, aura promis 1 million d'emplois pendant sa campagne de 2010. Nous sommes pratiquement au terme de ce premier mandat. Nous avons atteint ce million d'emplois promis par Ouattara. Est-ce que nous en sommes là aujourd'hui ? Parce que nous participons à une structure du ministère qui a été mise en place par le ministre Moussa Dosso, qui est effectivement le comité d'emploi. Et ce comité d'emploi travaille sur des bases de données recueillies par les enquêtes avec l'AGEP. Nous nous en tenons à 2 données bien chiffrées. L'enquête de l'AGEP relève à ce jour qu'il y a eu la création de 1 300 000 emplois. Le président s'était annoncé pour 1 million. Quand nous nous en tenons au point de vue quantitatif, nous osons croire ou nous affirmons que l'objectif a été atteint. La question peut nous amener à une autre forme de réflexion, de savoir quel type d'emploi a été créé au cours de cette période. Là, nous arrivons à une autre définition. Effectivement, dans les données que nous avions, 9% environ se trouvent être intégrés dans un emploi formel et on trouve 91% dans une situation d'informel. Mais si nous en tenons, je dis, à partir des quantités des chiffres, nous disons d'une part, il a été annoncé 1 million d'emplois, il a été créé 1 300 000 emplois à ce jour, selon les enquêtes effectivement relevées par l'Agence de la promotion de l'emploi. Finalement, pari tenu, devrais-je dire. Pour notre part, le pari a été tenu. Reste maintenant l'approche au niveau qualitatif, qui peut être effectivement l'objet d'une autre discussion. Au niveau qualitatif, ça c'est forcément l'AGFOP qui peut le savoir. Vous êtes derrière pour la formation professionnelle et tout. Bon, on va s'adresser à monsieur Mamadou Serifou, secrétaire exécutif de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, de 2010 ou depuis 2011, lors de la prise de fonction de monsieur Ouattara, aujourd'hui, c'est combien de personnes formées par la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire ? Est-ce que vous êtes proche de ces chiffres-là? Merci, monsieur. Je voudrais dire que la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire est une chambre consulaire qui a pour mission principale de promouvoir le secteur de l'artisanat et des entreprises artisanales. Nous participons effectivement à la création d'emplois et surtout à la formation à travers l'apprentissage. Et nous sommes partenaires en cela aux structures comme l'AGFOP, le PGDEC, et en interne, nous avons donc la responsabilité de recevoir les apprenants au travers des comités interprofessionnels départementaux. Donc nous avons contribué, comme je viens de le dire, à l'absorption, n'est-ce pas, de ce fort taux de chômage qui était donc à l'arrivée du président de la République en 2011. Nous avons donc contribué fortement à travers la formation de plus de 100 000 apprenants dans les différents ateliers
qui sont tenus par nos maîtres artisans. En tout cas, c'est très important de le savoir, puisque dans cette dynamique de l'emploi et de la formation, plusieurs structures ont été mises en place. Hein, le Fonds national de la jeunesse, la DDR qui a participé à l'insertion de plusieurs jeunes. Mais on va revenir maintenant sur un élément fondateur justement de la formation et de l'emploi, notamment la formation. Abidjan a été capitale africaine de l'émergence. Les intervenants se sont énormément appesanti sur la formation qui pose énormément de problèmes sur le marché de l'emploi. On trouve que les Africains ne sont pas autant formés. Je vais le demander à monsieur Bamba Adama. Alors, la formation, pourquoi elle piétine autant? Qu'est-ce qui fait que les jeunes Africains ont du mal à avoir des niveaux de compétences requis par les entreprises modernes aujourd'hui? À mon avis, il ne faut pas généraliser en disant les jeunes Africains. C'est vrai qu'il y a plusieurs pays africains aujourd'hui qui ont des problèmes au niveau du dispositif de l'enseignement, des différents ordres d'enseignement. C'est un constat qui est fait aussi en Côte d'Ivoire. Et bien entendu, dans le domaine de l'emploi, on constate cela au niveau des entreprises, qui fait qu'on a très souvent l'habitude de parler d'inadéquation formation-emploi. Ça veut dire quoi en français facile? De façon très simple, ça veut dire que les entreprises ont besoin d'un certain niveau de qualification, ils ont besoin d'un certain domaine d'expertise, mais les produits qui sortent du système éducatif ne répondent pas à ce besoin. C'est-à-dire on les forme dans X et les entreprises ont besoin de Y. C'est ça l'inadéquation. Ce constat, il est fait aussi en Côte d'Ivoire. Les autorités les plus indiquées, chaque fois, en font cas. Les trois ministres en parlent, mais ce qu'il faut aussi relever, ce n'est pas que le constat seulement est fait, mais on note avec satisfaction que les ministres veulent, chacun à leur niveau, faire une réforme. Vous entendez, le ministre de l'Enseignement supérieur dit qu'il veut complètement réformer l'enseignement supérieur. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, qui parle de réforme. Et donc il y a toute une dynamique qui est en cours, qui ne se voit certainement pas sur la place publique, mais ça demande beaucoup de réflexion, mais beaucoup d'interaction avec les entreprises pour que la réforme aboutisse à un schéma qui est simple, qui est que le système éducatif doit former pour le besoin du secteur économique, donc pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Alors, vous avez justement évoqué un terme important, notamment les besoins des entreprises. Et c'est là, justement, que l'AGEFOP entre en scène, puisque votre rôle, c'est d'abord et aussi d'identifier les besoins de ces entreprises-là. Mais quand vous les identifiez, parce que je présume que vous les identifiez, qu'est-ce que vous faites de cette information? Comment elle est reléguée au profit de la formation? Alors, le chemin, il est assez simple, je pourrais dire, mais pour ce qui concerne notre ordre d'enseignement, nous avions deux aspects essentiels. Il y a effectivement l'enseignement, les formations diplômantes, et puis nous avons d'une part les formations qualifiantes. Pour ce qui est particulièrement les questions avec l'AGEFOP, nous nous intéressons à l'analyse des besoins effectivement pour des formations qualifiantes qui obéissent à un autre dispositif qui n'est pas effectivement le même que les formations diplômantes. Alors, au niveau des formations diplômantes, vous avez tout le ramification, mis en place un dispositif pour répondre aux besoins qui est la réforme effectivement de la formation professionnelle. Ce comité est parti sur une structuration de l'activité économique en branches professionnelles. À partir d'une définition de ces branches, on arrive donc à remodeler les programmes de formation en analysant, en définissant les compétences à partir des AST. L'AST, c'est tout simplement des situations, d'analyse de situation du travail, où ensemble, au cours d'un séminaire, on va développer les compétences liées à un métier. Et à partir de ces compétences-là, donc, on va décliner ces compétences-là en référentiel de formation. C'est ce nouveau programme donc, qui a cours et qui va permettre effectivement d'apporter une formation qui puisse répondre aux besoins du secteur économique. J'ai la nette impression, permettez, que la formation n'est traitée que par l'AGEFOP, notamment l'information des besoins des entreprises. Pourquoi, au-delà de la formation, qualifiante, vous ne remettez pas l'information au niveau de la formation diplômante, notamment sur les écoles, pour leur expliquer aujourd'hui le type de formation dans lequel engager les jeunes? Non, je pense qu'il y a une structuration qui est mise en place, effectivement, qui répond, qui donne des préoccupations à chaque institution.
Il faut dire que la création de l'AGEFOP, il faut bien le comprendre, l'AGEFOP est née de la désintégration effectivement à l'époque de l'ENFP, où on a voulu mettre en place 3 structures. Une première structure qui était le FDFP, qui a donc à charge le financement, l'AGEP qui avait la question de l'emploi et l'AGEFOP qui était le cabinet d'ingénierie de la formation. Donc au niveau de l'AGEP, que revenait donc comme mission à l'AGEFOP en tant que cabinet? Il lui revenait donc de faire une analyse des besoins de formation professionnelle, de traduire ces besoins, comme je l'ai dit, en référentiel, et mieux encore, d'élaborer des projets qui puissent être des réponses à des besoins qui ont été exprimés ou détectés. Donc, on est dans un schéma assez bien défini. Quand il s'agit maintenant du dispositif de la formation diplômante, qui est lié à tout l'ensemble du dispositif du ministère, alors là, les règles changent. Des institutions sont mises en place. Nous avons des directions centrales, des directions générales. Pour terminer justement sur ce volet très rapidement, est-ce qu'une agence comme la vôtre fait des recommandations au ministère notamment pour qu'elle puisse insuffler cette information à ces écoles? Oui, effectivement, nous participons, c'est-à-dire que c'est un ensemble, le cabinet. Nous appartenons à un ministère dont les structures, lorsqu'elles se redoublent, quand vous avez aujourd'hui effectivement une étude à mettre en place sur les branches professionnelles pour définir effectivement des AST ou l'élaboration des référentiels, l'AGEFOP, au même titre que d'autres structures, que d'autres acteurs effectivement interviennent au niveau des branches pour l'élaboration de ces référentiels. On va parler maintenant côté métier, plus précisément, hein, côté formation des métiers. Avant de terminer sur cette question, comment ils sont intégrés au niveau de la Chambre des métiers, le volet formation? Le volet formation au niveau de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire s'appuie essentiellement sur ce qu'on appelle l'apprentissage. C'est l'aspect un peu plus pratique de la formation. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que nous avons des partenariats avec le PGDEC et avec l'AGEFOP qui eux-mêmes assurent la formation théorique à un certain niveau et je peux dire jusqu'à 25%, et les 75% donc de leur formation c'est fait en atelier chez des maîtres artisans qui sont identifiés par nous et qui sont sur toute l'étendue du territoire. Nous donc nous travaillons sur l'apprentissage qui a été donc dévolu désormais à la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire par le code communautaire de l'UEMOA qui a été voté l'année dernière. Et donc les mécanismes de cet apprentissage sont en train d'être mis en place actuellement au sein de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, bien entendu en relation avec les structures régaliennes de l'État qui s'occupent des questions de formation. Alors, je voulais apporter une précision, un complément d'information. Effectivement, lorsqu'il pense la question des cours, lorsque nous faisons la différence entre les cours, l'apprentissage et les cours dans le cadre des formations diplômantes, nous avions une réingénierie des programmes qui doit se faire absolument afin de répondre à ce mode de formation. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans la même registre de formation. Je prendrai le cas tout simplement que pour un programme dans l'enseignement diplômant, si vous deviez avoir 5 heures de temps de formation, l'obligation ici vous amène à 2 heures de temps de formation de cours théoriques. Alors il faut réadapter le programme. C'est ce qu'on appelle faire la réingénierie des programmes de formation pour les adapter à l'apprentissage. Alors, au niveau du FNJ, le Fonds national de la jeunesse, vous recevez beaucoup de dossiers, je présume, pour des demandes de fonds, d'aide, de soutien à divers projets. Est-ce que là-bas, justement, la qualité de la formation est requise pour le choix des projets à financer? Oui, la qualité de la formation est requise, c'est un critère très important. Mais en même temps, comme on vient de l'indiquer, il y a un problème d'adéquation formation-emploi qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises ne reçoivent pas forcément les jeunes qui sortent de notre système éducatif, de notre système de formation. Les jeunes sont soit en sous-emploi, soit dans des emplois intermittents. Mais restons sur le plan du FNJ, pour être précis, parce qu'on a quand même développé énormément ce volet-là. Au FNJ, vous avez dit que la qualité de l'emploi est requise par rapport au projet que vous financez. Notamment, qu'est-ce que vous priorisez dans la qualité de la formation? Nous priorisons, c'est-à-dire que c'est un plus pour les jeunes qui ont une formation et qui veulent exercer une activité en relation avec cette formation-là. Mais notre mission à nous, justement, c'est d'offrir de l'emploi, du travail à l'ensemble des jeunes qui ont la volonté de sortir du chômage. Donc cela nous amène à ne pas
avoir comme exigence absolue la formation. Quand les jeunes sont formés et qu'ils nous soumettent des projets dans le secteur dans lequel ils sont formés, c'est un avantage pour le Fonds national de la jeunesse qui n'a pas besoin forcément de faire appel à des partenaires techniques pour la formation avant d'accompagner ces jeunes-là par notre financement. Mais pour me résumer, il s'agit pour nous d'accompagner tout type de jeunes qui aient reçu une formation ou pas. Et ceux qui ont reçu une formation constitue moins d'investissement pour nous parce que nous n'avons plus besoin de faire appel à des partenaires techniques pour les mettre à niveau dans le domaine qu'ils veulent embrasser avant de leur accorder le financement. Nous avons... oui, je voudrais juste apporter un complément sur la question de la formation. C'est vrai que, on l'a dit, on parle communément donc du fait que la formation n'est pas adaptée, mais je souhaite préciser qu'il ne faut pas, c'est pas à généraliser. Hein. On a beaucoup de jeunes Ivoiriens, beaucoup de jeunes Africains sont très bien formés, y compris des étudiants sortis de nos universités, des grandes écoles qui ont un bon niveau de qualification. En tout cas, aujourd'hui, sur le terrain, on a beaucoup d'entreprises qui sont quand même satisfaites de ces jeunes. Mais il est vrai qu'une grande partie a besoin simplement de reformatage. Et très souvent, quand ils arrivent en entreprise, au bout de 2-3 mois, ils arrivent très rapidement à s'adapter. Ça, c'est une première précision. On parlera justement entreprise et emploi, mais formation notamment. Nous avons 2 maîtres artisans qui font partie du public. Monsieur Zinsou Servet. Monsieur Zinsou Servet, qui est presseur de pâtisserie en cuisine, qui est sollicité souvent, notamment par l'AGEFOP. Ce jeune homme nous le disait à l'instant. Alors, vous avez fait des études en pâtisserie en Europe, notamment en France, et vous êtes venu, vous vous êtes mis à la disposition de votre pays, et vous êtes... parlez-nous de votre expérience, notamment. Vous formez des jeunes, vous êtes sollicité par l'AGEFOP pour former des jeunes par moment. Oui, bien sûr. Je suis sollicité des fois par les partenaires de l'AGEFOP, les écoles agréées par l'AGEFOP, pour former des jeunes en cuisine comme en pâtisserie. Alors, votre expérience, vous trouvez les jeunes sur place ou bien il y a un type d'école où vous allez donner de la formation? Oui, ces jeunes sont des élèves de l'AGEFOP qui sont affectés par l'AGEFOP dans les écoles et dans les écoles agréées par l'AGEFOP. Et ces jeunes, nous les formons. Nous formons environ au moins 70 jeunes chaque année en pâtisserie comme en cuisine. Belle expérience en tout cas. Et puis, juste à côté de vous, Aude Klibali, qui elle veut former 100 jeunes à la prothésie angulaire. C'est un peu dans l'esthétique, hein, je crois. Hein. Oui. Alors vous, qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Pourquoi avez-vous eu l'envie de former des jeunes à la prothésie angulaire? D'accord. Tout d'abord, il faut dire que la société dans laquelle je travaille, qui s'occupe de la prothésie angulaire, est représentatrice d'une marque, donc d'une maison qui existe à Paris depuis 15 ans dans le domaine. Donc, je trouve que c'est un métier qui n'est pas connu ici, mais la demande se fait de plus en plus de façon très forte. Donc, nous sommes installés depuis 2013 et au fur et à mesure, après beaucoup d'études, on a vu que effectivement, le problème d'adéquation, c'est-à-dire ces demoiselles qui quittaient dans les écoles n'avaient pas cette spécificité-là pour répondre aux besoins. Donc, il fallait former. On a eu le soutien de la maison mère pour former. Donc, du coup, on a le personnel qui a été formé par la maison mère. Mais il fallait répondre aux besoins du matériel. Et en même temps, il y a toutes ces jeunes filles-là qui veulent être formées. Donc, on a décidé de voir toutes ces institutions-là qui sont... Vous avez déposé vos dossiers où, en fait? On l'a déposé à la Chambre nationale des métiers. On l'a déposé à la DDR également. En tout cas, merci beaucoup pour votre expérience. Quand on voit comme ça, ça fait plaisir d'entendre des gens qui spontanément comblent ces besoins de formation qui peut-être souvent nous sautent aux yeux. L'onglerie n'est pas peut-être un département sur lequel vous travaillez à l'AGEFOP. Non, absolument, nous ne travaillons pas sur l'onglerie, mais nous travaillons de façon générale sur l'ensemble des programmes. Et je voulais revenir sur un élément. Je pense qu'il ne faut pas que nous extrapolons un peu trop la question sur l'inadéquation. L'inadéquation n'est pas forcément liée à une question du programme. Nous avons un dispositif. Vous saviez que notre dispositif de formation professionnelle a connu son âge d'or dans les années 60, 70, jusqu'aux années 80. Mais il faut le dire, ce qui est la rupture, ce qui est la difficulté, c'est qu'on a une évolution technologique d'une part, et puis il y a l'évolution de nos programmes.
la question de l'adéquation, même en Europe, vous ne pouvez pas parler d'une adéquation parfaite. Les moyens mécaniques ou les moyens techniques évoluent beaucoup plus vite, effectivement, que l'approche pédagogique de ces questions. Donc, on essaie de faire un rattrapage. Sinon, dans toute société, nous parlons du fait qu'il n'y a pas, effectivement, une adéquation parfaite. Elle n'existe pas. On essaie de suivre un rythme d'évolution et les conditions techniques évoluant beaucoup plus vite effectivement que nos programmes, alors nous essayons de nous adapter au fil du temps et c'est tout le sens qu'il faut donner aujourd'hui à la réforme de notre dispositif de formation professionnelle, de sorte à ce qu'il faut réviser les lycées, il faut revoir les programmes, mieux encore, il faut réviser l'équipement qui puisse accompagner afin que l'équipement qu'on retrouve dans nos structures de formation puisse être de la même période, je dirais effectivement, que l'outillage que nous retrouvons dans nos unités de production. Monsieur oui, et il ne faut pas, justement, comme l'a dit le DG de l'AGEFOP, faire une fixation sur la question de l'éducation-formation. Il ne faut pas perdre de vue également les possibilités d'absorption des entreprises. Aujourd'hui, il y a une forte augmentation de la population jeune, la population diplômée qui n'est pas forcément inadaptée aux demandes des entreprises, mais la capacité, l'offre que ces entreprises ont là pour ces jeunes-là constitue également une réalité qui est tant soit peu, que le FNJ cherche tant soit peu à résorber à travers la création d'entreprises en faveur des jeunes, que les jeunes soient eux-mêmes créateurs de leur propre entreprise à l'issue de leur formation. Oui, on va terminer. Oui, je voudrais donc profiter de la question, ou du moins la préoccupation de la dame tout à l'heure, qui a dit avoir déposé un dossier au niveau de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Je voudrais préciser que la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire est une institution technique d'accompagnement, d'appui institutionnel, je dirais, mais non un organisme de financement. Si elle a déposé donc son dossier au niveau du FNJ, je pense que c'est bien. Et nous appartiendrait, nous, en tout cas, au niveau de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, par exemple, de certifier, connaître, n'est-ce pas, ce corps de métier, de connaître son importance et donc la nécessité de le financer. En fait, peut-être l'idée pour elle, la dame, c'est peut-être un dossier qui permettrait d'inscrire ce nouveau métier tout à fait. À la Chambre des métiers. Ça, c'est un autre volet, n'est-ce pas, donc, voilà, de sa question à laquelle je peux Merci. En temps voulu, on va terminer rapidement en quelques secondes. Est-ce que c'est finalement parce que les études coûtent cher que la formation est au rabais? Parce qu'on voit beaucoup de jeunes commencer des formations et les arrêter sur les formations du tertiaire, notamment en BTS. Peu sont ceux et celles qui vont vers des formations plus abouties, plus pointues, à cause des moyens et de la pauvreté d'ailleurs. Bon, alors, cet avis, je ne m'inscris pas entièrement dans ce registre de pensée. Parce qu'on remarque qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui vont vers le BTS que sur des formations plus pointues quand même. Oui, mais en termes d'emploi, je pense qu'il faut que nous ayons un regard assez... Il y a plusieurs pôles. Autant vous aurez besoin d'une formation pour avoir des hauts cadres, mais autant il y a des cadres intermédiaires que nous aurons aussi des cadres d'exécution. Tout à fait. Donc voilà à peu près toute la chaîne. Mais aujourd'hui, la réflexion que nous portons, si vous regardez si nous portons notre regard sur un certain nombre de secteurs, je prends un peu un des secteurs pourvoyeurs de notre économie qui est l'agriculture. Mais vous allez voir qu'au sommet, effectivement, vous avez des ingénieurs. Mais écoute, toute la liaison qui doit s'établir, mais en fait, il n'y a pas une véritable qualification dans ce domaine-là. Donc, pour ma part, la réflexion ne pourrait se traduire en termes de pôle de pauvreté, mais en termes d'orientation. Parce que, de notre point de vue, peut-être pour déjà toucher sur la question de l'emploi, je pense qu'il faut que nous puissions réfléchir sur la question de l'emploi en termes de transformation structurelle même de notre économie. C'est en cela que nous pourrons trouver une réponse, plutôt que de voir que ce sont des formations. Parce qu'à partir de cet instant, nous aurons les compétences liées au métier, nous allons procéder à une formation adaptée aux besoins du marché. Et c'est ça la chose la plus importante.